Revue L'Autre Amérique, l'actualité littéraire latino-américaine. Bonjour Eduardo, on est ravi de t'accueillir pour l'autre Amérique pour que tu nous parles d'un père étranger. Alors on va commencer par te demander de te présenter et puis dans un deuxième temps de nous présenter ton roman. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Eduardo Berti, je suis écrivain. Je suis né en Argentine, j'habite en France depuis un moment déjà. J'écris basiquement en espagnol, mais il m'arrive de temps en temps d'écrire en français. Et à part le fait de publier, d'écrire et de publier des romans, des recueils de nouvelles ou des textes un peu hors genre ou des formes brèves. De temps en temps, je fais aussi de la traduction littéraire. J'anime de temps en temps des ateliers d'écriture. Et ça, c'est un peu aussi par rapport au fait que je fais partie depuis quelques années déjà, depuis 2014, de l'Oulipo, du groupe d'écrivains. Et c'est vrai qu'on a pas mal d'activités et j'aime beaucoup animer des ateliers. Alors, parfois, je fais ça dans le cadre des activités oulipiennes. Et le roman dont on va parler aujourd'hui, que vous m'avez gentiment invité à présenter, s'appelle Un père étranger. C'est une traduction, c'est-à-dire le roman a été publié en 2016. Je suis très mauvais pour les dates. Ouais. Il est paru en espagnol. C'est un livre que j'ai écrit en espagnol. Il est paru d'abord en Argentine et après en Espagne, le même livre. Et, euh, et finalement, parce que c'était pour moi important, la traduction en français est parue il y a quelques mois, toujours avec le même traducteur depuis mon deuxième livre, publié en France. On travaille avec Jean-Marie Sandu qui a traduit la presque intégralité de mes choses en français. C'est bizarre ce qui se passe avec Un père étranger. Je trouve que c'est un livre euh, facile à lire, en tout cas ce que les gens me disent. Euh, et j'ai voulu aussi ça. J'ai beaucoup travaillé le rythme de lecture, la musicalité des phrases, mais c'est un livre complexe du point de vue de la structure, parce que c'est comme une tresse d'histoire. Et c'est un livre qui fait tout le temps des allers-retours entre deux ou trois histoires qui entremêlent des choses. Alors, je pense que le pacte de lecture s'établit facilement avec le lecteur, mais le pitcher, comme on dit au cinéma, en 2 minutes, c'est toujours compliqué. Même après presque 5 ans, j'ai toujours du mal à le faire. Mais disons que c'est l'histoire d'un écrivain qui est presque mon double. C'est la première fois que j'utilise un narrateur qui a mon nom et mon prénom et qui est presque mon double et qui s'élance à écrire un roman autour d'un épisode dans la vie de Joseph Conrad, l'écrivain. Et il commence à écrire, il commence à faire des recherches, il prend même la décision d'aller en Angleterre pour faire des recherches autour du personnage. Et très vite, il se rend compte que cette histoire et ce personnage euh, ne sont pas fruits de hasard, qu'il a été intéressé par ce personnage et par cette histoire parce que finalement, c'est comme un miroir de l'histoire de son père, de mon père, on pourrait dire. Et qu'il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, à tel point que le narrateur part en Angleterre à la recherche de Conrad et on dirait qu'il trouve plus ou moins en dose semblable le fantôme de Conrad et le fantôme de son propre père. Voilà, c'est un peu ça, très vite expliqué. Après, il y a des histoires qui s'entremêlent. Il y a l'histoire d'un lecteur qui veut tuer Conrad, qui est un épisode vrai de la biographie de Conrad, mais tout petit. Je trouvais ça comme une petite digression dans un livre et je me suis lancé à inventer, à imaginer cette histoire. Et il y a une troisième chose il y a deux choses. Il y a des flashbacks
de la vie du narrateur et de la vie de Conrad et de la vie du père du narrateur. Et il y a comme une troisième chose, mais qui est plus petite en taille, mais ce sont trois petits moments d'un roman, d'une histoire, on va dire, écrite par mon père, par le père du narrateur, qui, à la fin de sa vie, a voulu être écrivain. Et cette petite histoire qui est évoquée au sein du roman, euh, elle apparaît en trois petites doses à l'intérieur. Voilà, c'est un peu ça, le roman. Alors, le narrateur du roman, qui est ton double parce qu'il porte ton nom, doit faire deux conférences, l'une sur l'étrangèreté et l'autre sur l'identité. Peu inspiré, il trouve une citation de Georges Simmel qui dit que, je cite, l'étranger n'est pas celui qui est arrivé aujourd'hui pour repartir demain, mais celui qui est arrivé aujourd'hui pour rester, le voyageur potentiel. Donc, ta vie est en France depuis plusieurs années déjà. Est-ce que tu t'y sens encore comme étranger et est-ce que tu avais aussi ce sentiment quand tu vivais à Madrid, bien qu'on y parle la même langue qu'en Argentine? Alors, peut-être d'abord, très rapidement, je me sens un exilé, plus un émigré qu'un exilé. Je fais la différence, la nuance. J'ai pris la décision de partir de l'Argentine. Je n'étais pas obligé à partir, ou en tout cas, je ne devais pas partir ni pour des raisons politiques, ni économiques, ni comme le cas de mon père, qui était né en Roumanie, parce qu'il y avait une guerre et il devait fuir de cette guerre. Dans mon cas, j'ai eu le choix de deux choix. Le choix de partir et le choix de choisir le pays même. J'ai choisi la France. Alors, c'est un cas presque de... C'est un luxe à côté des gens qui doivent s'exiler sans choisir de partir et sans choisir même pas la destination. Alors, dans mon cas, le sentiment d'étrangeté s'est installé d'une façon très inquiétante parce que même si je me sens de plus en plus chez moi en France, je suis un étranger et je ne le nie pas. Je pense qu'on peut aimer un pays qu'on a choisi sans perdre la condition d'étranger. Je pense que il faut, au contraire, il faut pas la perdre, je pense. Mais par contre, ce qui est arrivé, c'est que quand je rentre en Argentine, au début, je me sens un peu étranger aussi, parce que le pays, c'est un pays qui change énormément. C'est une société, bon, tous les pays changent, mais l'Argentine a des crises politiques et économiques de temps en temps très fortes. Alors, ça contribue à des changements plus intenses, plus concrets. Et alors, il y a des moments où je me sens un peu étranger partout. Mais c'est vrai que quand je rentre en Argentine, si je reste plus de 2 ou 3 semaines, je commence à oublier cet effet d'étrangeté. Mais au début, je l'ai. Et l'expérience à Madrid, parce que c'est vrai que je suis parti de l'Argentine en 98 et au milieu, j'ai fait un petit retour à Buenos Aires et après, j'ai vécu quelques années à Madrid avant de revenir une deuxième fois en France. Ça veut dire que je choisis 2 fois la France même comme pays de destination. Et le moment où je vivais à Madrid, c'était très intéressant parce que j'ai fait pour la première fois, moi en tout cas, l'expérience d'être étranger dans ma propre langue. Et ça, c'était très curieux. Je dirais même que c'était plus inquiétant parce qu'en France, les deux langues marquent clairement disons, le, le, le lieu de départ et le lieu d'arrivée, la langue de départ, la langue d'arrivée. Par contre, à Madrid, il y avait des malentendus par moments avec les gens de là-bas.
parce que je parlais en argentin et eux, ils ne me comprenaient pas, ou au contraire. Et ça, c'est très inquiétant. Ouais. Alors, on va retourner la question. Qu'est-ce que ça fait d'écrire en espagnol tout en vivant en France? Est-ce que tu ressens le sentiment d'exil à la fois dans la langue et dans le pays qui est décrit dans le roman? Non, non. En fait, c'est un geste naturel. J'écris de temps en temps en français, j'aime bien le faire, mais le geste naturel, c'est d'écrire en espagnol de la même manière que j'ai une tendance à rêver en espagnol. Ça m'arrive de rêver en français, mais j'ai une tendance à rêver en espagnol. Et depuis quelques mois, j'ai un chaton. Et mon réflexe, c'est de lui parler en espagnol. Ce sont des choses comme ça. En même temps, c'est vrai que ma femme est argentine. Alors, c'est un peu comme la langue à l'intérieur de la maison. Alors, c'est pas comme ça, mais parce qu'il y a tout le temps des amis qui sont bienvenus et on parle avec eux en français, ou mon fils qui va à l'école et des amis de mon fils qui parlent en français, mais quand même, ça me semble naturel. Oui. Alors, moi, j'ai lu le roman en espagnol et j'ai remarqué ce qui m'a semblé être des gallicismes. Enfin, par exemple, j'ai vu cesarde là où j'aurais plutôt vu dejarde, inquietarse là où j'aurais peut-être plus vu preocuparse. Et du coup, je me demandais si cette porosité entre les deux langues, elle était consciente ou est-ce que c'était dû au fait que le français a imprégné l'espagnol sans que tu t'en aperçoives Voilà. C'est possible. C'est possible que le français commence à envahir mon espagnol. Ce serait même logique. Les deux exemples, en fait, sont corrects en espagnol. Cesarde, c'est une chose qu'on dit. C'est un peu plus culte, mais on le dit. Même il y a beaucoup de textes qui disent cesarde. Inquietarse aussi, hein, c'est une chose qu'on dit. Mais, mais ça, c'est intéressant parce que j'ai dit avant que l'espagnol de l'Argentine et l'espagnol de l'Espagne sont différents. Et je venais de m'installer en France et j'avais fini une traduction pour une maison d'édition en Espagne. Je l'envoie et le fait que moi, j'habitais en France depuis 2 ans, plus ou moins, l'éditeur espagnol m'a dit: ah, mais ça se voit que tu habites en France depuis un moment parce que tu as fait plein de gallicismes. Alors je lui demande lesquels. Et quand il me montre 2 ou 3 exemples, en fait, c'était des argentinismes. Parce que nous, on a un régime prépositionnel différent. Par exemple, nous, on dit plus entrar a que entrar en, qui serait entrer à ou entrer dans. Ça n'existe pas, mais c'est pour traduire. Et en Espagne, il y a une tendance, sur 10 fois, je pense que 8 fois, on va dire N. Mais nous, on dit A presque tout le temps. Mais eux, ils étaient convaincus que c'était un gallicisme. Et je pense que ça, c'était un double problème. Peut-être qu'ils ne connaissaient pas les traits de la façon de parler en Argentine. Mais je pense aussi que parfois, on a une information de l'écrivain, on sait qu'il habite quelque part, et peut-être on voit des choses comme des gallicismes. Mais cela ne veut pas dire non plus que je sois vacciné avec mes 2 doses contre la langue, contre la présence ou l'influence de la langue française. C'est inévitable. Ça va arriver, bien sûr. Alors, pour revenir au contenu du roman, le narrateur écrit qu'à 30 ans, il associait la patrie d'un écrivain à sa langue natale, mais qu'aujourd'hui, au moment où il écrit, il pense que son véritable pays se trouve dans ses livres, c'est-à-dire à la fois dans sa bibliothèque et dans son œuvre. Toi, tu as écrit un récit en français en 2017, Une présence idéale, qui vient d'être traduit en espagnol, et tu écris majoritairement en espagnol. Et tu disais tout à l'heure que c'était le réflexe de
parler, de penser, de rêver en espagnol. Du coup, qu'est-ce que tu penses de cette différence entre l'appartenance telle qu'elle est définie par le narrateur du roman? Alors, deux choses. Moi, j'ai publié déjà 2 ou 3 livres en français. Je pense que je vais continuer à le faire. Je soupçonne ça. Mais dans mon cas, ce n'est pas un choix en noir et blanc. Je pense que je vais continuer à écrire en français, mais que cela ne veut pas dire que j'abandonne l'espagnol. Ce n'est pas un changement de langue. À tel point que le dernier livre qui vient de paraître, il s'appelle Demain s'annonce plus calme. J'ai eu du mal à dire dans quelle langue ce livre a été écrit, parce que c'est un livre qui est fait de beaucoup d'histoires. J'ai trouvé une forme qui est comme une spirale et qui m'a permis de combiner une série d'histoires. Et ce patchwork ou ce collage fait d'histoires contient des histoires que la première version avait été écrite en français et d'autres, les histoires avaient été écrites, la première version en espagnol. C'est-à-dire qu'il y a 2 VO de ce texte. Il y a une VO en espagnol où c'est moi-même qui a amené vers l'espagnol des textes qui étaient nés en français. Et à l'envers, le texte qui vient d'être publié en France, c'est une VO, mais en même temps, c'est pas après. C'est une autre VO où j'ai traduit vers le français les parties qui étaient en espagnol. Bon, ça peut sembler un Frankenstein, mais comme c'est une forme qui permet de mélanger des histoires, chacune était née dans une langue différente. Euh, Sinon, moi, bon, je fais dire ça au narrateur qui me ressemble, qui est mon double. Moi, en fait, je partage tout ça. Je pense que c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire, je pense que la patrie d'un écrivain, c'est euh, la langue, parce que avec cette langue, on a découvert le monde. On a vraiment, on a été éduqué, on a découvert le monde, on a toutes les premières choses. La première fois qu'on est tombé amoureux, la première fois que on s'est fait un des amis pour toute la vie, la première fois qu'on était triste, je sais, etc. Tout ça, on l'a découvert en espagnol dans mon cas. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il y a grosso modo 3 patries. Non? La langue d'origine et l'enfance, qui pour moi sont très liées. Et ça, c'est peut-être le point de départ. Mais j'ajoute aussi la bibliothèque la bibliothèque dans tous les sens, les livres qu'on lit et les livres qu'on écrit. Et j'aime bien cette notion parce que de la même façon que la langue qu'on a appris quand on était enfant, c'est une chose un peu close, c'est du passé. On ne peut pas le modifier. J'aime bien l'idée que cette autre patrie, on peut la modifier à chaque jour. On perd un livre, on achète un autre, on découvre un autre livre, on a l'idée d'un autre livre qu'on peut écrire. On peut mettre des livres de n'importe quelle langue. Moi, j'ai des livres en français, en espagnol et en anglais dans ma bibliothèque qui est mixte. Elle me ressemble. Elle me ressemble plus que cette langue d'enfance, même, aujourd'hui. Et j'aime bien cette idée de transformation, de dynamique qui ce miroir qui est aujourd'hui cette bibliothèque. Et je pense que c'est un peu ça. J'aime beaucoup un intellectuel français qui s'appelle Nicolas Bourriaud, qui a écrit un livre qui s'appelle Radicant, qui parle un peu de ça, des gens qui sont nés dans une culture et qui, après, ont fait leur parcours en tant qu'artistes, surtout, ils parlent dans une autre langue. Et il parle de comment on doit définir l'identité par rapport à le lieu d'où on vient, mais aussi le lieu où on va. Et il dit que ce sont les 2 choses. Et c'est pour ça qu'il parle des radicantes et des radicants. Ce sont des façons de faire racine différemment, d'enraciner différemment. Il donne une métaphore botanique où il y a des plantes qui font racine d'une façon plus dynamique. Ce n'est pas la racine euh, horizontale et verticale typique. Voilà.
c'est plutôt dans une horizontalité, une dynamique.